Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur Guy Suchet, directeur des affaires sociales à la FAIRE Genève. Bonjour Monsieur Suchet, c'est vraiment un plaisir de vous recevoir. Bonjour Madame Savoie. Merci d'être venu à WeStart pour en premier temps répondre à cette interview et puis ensuite parler avec nos différents stagiaires concernant les questions sur l'emploi et le marché de l'emploi et son évolution. Avec plaisir. Mais d'abord, en 2 mots, est-ce que vous pourriez vous présenter à nous? Bien sûr. Alors, Guy Suchet, je suis à la Fédération des entreprises romandes de Genève depuis 20 ans. J'ai occupé le poste en particulier de directeur des ressources humaines pendant une dizaine d'années. Et maintenant, je m'occupe des affaires sociales, c'est-à-dire de crèches d'entreprise, jardins d'enfants, résidences pour retraités, ce genre d'activités. Merci. Alors, j'ai une première question à vous poser, bien évidemment, qui émane d'un de nos stagiaires. Donc, lors d'une séance, un stagiaire nous a dit « Moi, je ne veux surtout pas aller au département comptabilité, car on m'a dit, et mon entourage m'a parlé de la comptabilité, me disant que dans les 5 ans à venir, il n'y aurait plus d'emploi dans ce domaine à cause de l'intelligence artificielle. » Que lui auriez-vous répondu? Alors que, effectivement, certains postes de comptables vont disparaître, certainement dans des grandes entreprises, dans des multinationales, des entreprises qui occupent beaucoup de personnes. En revanche, dans les PME, et c'est 90% des emplois en Suisse, dans les PME, les comptables vont rester des comptables. Les PME n'ont pas les moyens d'investir dans des ERP, des grands logiciels d'intelligence artificielle, des choses comme ça. Et la comptabilité basique pour un comptable normal, je dirais, il y a encore de l'avenir au niveau de la comptabilité. Et puis même si l'évolution fait qu'il y a moins de postes de comptables, le fait d'avoir appris le métier de comptable, ça développe des compétences qui peuvent être transférées dans une autre activité. Donc toute formation, quelle qu'elle soit, il ne faut pas la refuser. Il faut l'accepter dans le sens où on apprend de toute façon quelque chose, on évolue et on avance. Et on développe notre cerveau. Et on développe notre cerveau. Absolument. Merci. À votre avis, mais quel pourrait être l'impact de l'intelligence artificielle sur le recrutement? Sur le recrutement, de nouveau, c'est un outil comme un autre. Voilà, on a sans arrêt des nouveaux outils qui viennent sur le marché. L'intelligence artificielle va peut-être aider, dans certains cas, à trier les dossiers. C'est vrai que les entreprises, genre Google, qui reçoivent des millions de candidatures par année, si elles n'ont pas un moyen ou un autre de trier les dossiers, elles ne peuvent pas faire face à cet afflux de candidats. Un premier tri, ça peut être sans doute intéressant dans des grandes entreprises de ce type-là. Par contre, dans les petites entreprises, de nouveau, où on a besoin de temps en temps d'un nouvel employé, l'intelligence artificielle n'a aucun sens. C'est le contact humain avec la personne qui va travailler avec l'autre qui fait l'essentiel. Ce n'est pas le robot qui va trouver le meilleur candidat possible pour travailler avec vous. Mais on a su dernièrement que de grosses entreprises avaient utilisé un robot pour faire le recrutement et ils s'en sont séparés. Bon, voilà. Ben, comme tous les outils, on fait des essais, on a des pistes, on se dit « Ah, voilà, une nouvelle chose, on l'essaye. » Et puis, si c'est positif, ben, on continue à l'utiliser. Et puis, si ça ne sert à rien ou si la chose devient obsolète ou que ce n'est pas une bonne piste, on arrête. Ben, le smartphone, par exemple, c'est un bon exemple. Il y a 10 ans, pratiquement personne n'avait un smartphone. Maintenant, pratiquement plus personne n'en a pas. Pourquoi? Parce que ça a répondu à un besoin, c'était un outil qui était utile, etc. Il y a d'autres outils qui ont été développés, genre Minitel, Telex, des choses comme ça, fax, on n'en parle plus. À un moment, ça a répondu à un besoin, mais ça a évolué et on a trouvé d'autres choses. Donc, je crois que l'intelligence artificielle pour le recrutement, peut-être oui, peut-être non, on verra. Ok, ben, en tous les cas, je pense effectivement que lors d'un entretien, ce qui est important, c'est aussi l'authenticité et l'émotionnel. Qu'est-ce que vous pensez de ça lorsque vous recevez des gens, puisque vous étiez aussi DRH de la FAIRE Genève, vous avez reçu plusieurs personnes, et quand vous avez une personne face à vous qui est authentique et qui a vraiment un côté émotionnel intéressant, pour vous, quel est l'impact? Je crois qu'effectivement, c'est cet aspect-là qui est le plus intéressant dans le recrutement, et c'est ce que l'intelligence artificielle ne peut pas mesurer, c'est tout cet aspect humain, et le fait que chacun est différent chaque jour aussi, parce qu'on n'est pas constant, autant au niveau émotionnel qu'au niveau physique, que ben voilà, le fait qu'on soit sans arrêt sous l'influence de l'environnement,
on réagit en tant qu'être humain à tout ce qui nous entoure, contrairement à une machine. Un robot qui fait du recrutement, il ne va pas réagir à son environnement. Ouais, s'il n'y a plus d'électricité, mais autrement, voilà, il ne marchera plus. Voilà. Mais autrement, il ne va pas réagir émotionnellement à des situations qui le touchent personnellement. Et puis, il ne va pas être moins bien l'après-midi parce qu'il a trop mangé de frites à midi. Hein. Voilà. Oui, Donc, ça, voilà. Et ça, c'est des choses aussi, des réalités dans les recrutements, dans les entretiens. C'est que suivant le moment où ça se passe, autant pour la personne qui recrute que celle qui est recrutée, peut-être qu'on n'est pas au top de sa forme, aussi le recruteur, hein, et puis ça fait partie de la vie. Alors nous, c'est vrai qu'au niveau de WeStart, on travaille énormément sur les recrutements et on leur donne des trucs et astuces pour avoir de l'énergie lors d'un recrutement, ce qui me semble tout à fait essentiel au vu de ce que vous êtes en train de nous dire justement, parce que notre état d'esprit, on peut le changer complètement. Vraiment en 1 minute, en 1 seconde. Et puis on peut se préparer à affronter des situations le mieux possible, mais il y a des aléas, il y a des choses qui font qu'on ne peut pas tout maîtriser. Puis c'est aussi ce qui fait la richesse des personnes. Donc le fait on peut se préparer, mais il y a l'aspect humain derrière, et l'aspect échange, et l'aspect, voilà, tout à fait, tout ce que l'ordinateur ne pourra pas mesurer, qui est essentiel. Voilà, et parfois aussi, ça peut donner justement un peu plus d'ampleur à la personne par rapport au fait qu'elle ait pu montrer aussi un côté émotionnel, par rapport, suivant la personne qui l'interviewera. Bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est très important que la personne soit elle-même. Voilà. Parce qu'elle ne pourra pas se cacher pendant toute sa carrière professionnelle. Donc il faut être soi-même pour être à l'aise avec ses forces et ses faiblesses. Et puis pour pouvoir justement trouver la meilleure adéquation entre ce qu'on peut donner et ce que la personne en face a besoin, ce qu'elle recherche comme compétence, ou comme qualité humaine, ou comme entre gens. Et ces choses-là qui sont très recherchées dans les entreprises, parce que ça facilite beaucoup le travail de chacun si les gens ont une capacité à rencontrer l'autre. Ça, c'est très important. Eh bien, merci pour cette réponse. Je pense que ça va énormément intéresser nos stagiaires. Maintenant, je vais passer à un autre sujet concernant justement l'âge de la retraite. Donc, il nous est souvent demandé, il est souvent demandé d'augmenter l'âge de la retraite, alors que paradoxalement, on dit que quand on a plus de 50 ans, on n'est plus à la page. Donc, quel est votre avis à ce sujet ? Être à la page, c'est de nouveau un état d'esprit, savoir saisir les opportunités tout au long de sa carrière professionnelle, de se former. Il y a des gens à 25 ans qui ne sont plus à la page parce qu'ils ont fini à 20 ans leur formation et puis ils n'ont plus rien fait depuis pour se maintenir au courant de l'évolution, etc. Donc je crois que ce n'est pas seulement une question d'âge, c'est une question de volonté, d'accepter le fait que les choses évoluent, les choses sont en mouvement, les choses ne sont pas figées. Et les acquis sont valables à un moment donné, mais doivent être entretenus, développés, complétés. Les connaissances, elles deviennent très vite, les connaissances techniques surtout, deviennent très vite obsolètes. Parce que les théories changent, les habitudes changent, les façons de travailler changent. Voilà, donc je crois que c'est très important de ne pas s'attacher à l'âge de la personne, mais à sa motivation à évoluer. Voilà. Et je crois que c'est ça la clé, c'est de dire... Alors évidemment, après ça dépend des métiers. Là on parle des métiers tertiaires. C'est clair que sur un chantier, quelqu'un qui porte des sacs de ciment pendant 40 ans, c'est clair qu'il risque d'être un peu plus fatigué qu'un jeune qui débute en début d'activité. D'où l'importance pour lui de se former tout au long pour exactement. qu'à 50 ans, il puisse encadrer des apprentis, voilà, par exemple, ou faire du travail sur les commandes de matériel, avoir d'autres compétences qu'il a acquises pendant sa carrière pour éviter de devoir arrêter peut-être en étant trop usé ou trop fatigué parce qu'il n'a pas eu l'opportunité de faire autre chose à un certain moment. Mais ça, c'est de nouveau... c'est la responsabilité aussi de l'entreprise, à mon avis, de tenir compte de ces aspects-là
et que quand quelqu'un est là longtemps dans l'entreprise, de tenir compte de l'évolution et puis de la personne et puis de lui proposer, pour autant que la personne soit intéressée, hein, d'avoir de nouvelles choses à faire. Donc pour vous, les plus de 50 ans, vous leur diriez de se former tout au long, mais même pas que les plus de 50 ans. Voilà, je crois qu'il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de Absolument. plus ou de moins un certain âge, c'est-à-dire qu'il faut éviter de s'endormir, comme on dit, sur ses lauriers, et puis se dire, ah ben voilà, maintenant j'ai un bon poste, maintenant je maîtrise mon activité, donc ça va continuer comme ça ad aeternam. Non, chaque fois il faut se remettre en question, il faut innover, apprendre, manifester de l'intérêt pour les nouvelles choses, plutôt que de la réticence, ou de faire des blocages en disant « ça a très bien marché comme ça jusqu'à maintenant, donc on ne va rien changer ». Alors aujourd'hui, donc, le rapport de la connaissance a changé, puisque nous voyons entre les juniors et les seniors que les juniors ont des compétences 4.0, alors que les seniors ont plutôt des compétences au niveau de leur expérience de vie, de leur expérience professionnelle. Donc, est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait plus juste d'imaginer justement une complémentarité entre ces deux générations? Bien sûr, je crois que ce qui est important, c'est que les jeunes qui maîtrisent parfaitement les outils actuels les laissent un peu de côté de temps en temps pour apprendre des seniors tous ces aspects liés à la vie, liés à l'expérience humaine, et puis que les seniors s'intéressent un peu plus, c'est vrai, à ces aspects techniques que les juniors peuvent tout à fait leur apprendre. Et je pense qu'on est tout à fait dans ce débat quand on entend maintenant que dans les écoles, ils veulent interdire les smartphones. Parce que ce n'est pas à l'école qu'on apprend à utiliser un smartphone ou qu'on doit l'utiliser. Les jeunes savent très bien apprendre tout seuls en dehors de l'école, il n'y a pas besoin de leur apprendre. Ils savent très bien utiliser tous ces outils, ils sont très motivés pour le faire et il n'y a pas besoin de l'école pour ça. Par contre, le fait de ne pas avoir de téléphone à l'école, ça permet de faire autre chose, justement de développer des compétences qui sont moins évidentes, malgré les réseaux sociaux et toutes ces choses-là. Les compétences sociales des gens, à mon avis, diminuent, contrairement aux seniors qui ont l'habitude de ces compétences sociales. Je ne parle pas des réseaux sociaux, mais je parle des vraies rencontres entre vraies personnes. Et je crois que là, il y a un terrain, un milieu qu'on doit pouvoir trouver d'échange entre les compétences techniques et les compétences humaines entre les différentes personnes dans les entreprises. Oui, alors que nous remarquons aujourd'hui que tous nos jeunes sont plutôt sur les outils techniques, donc les soft skills ne sont pas développés. Et c'est juste ce que vous dites, justement, par rapport à l'école. Donc les jeunes n'ont pas besoin d'apprendre à travailler sur leur portable. Par ailleurs, pour une personne un peu plus âgée, peut-être qu'une école qui permet les portables serait bienvenue. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Suchet? Voilà. Alors, effectivement, les smartphones peuvent être des outils tout à fait intéressants. Je crois qu'il y a des tas de gens qui ne peuvent pas s'en passer au niveau professionnel et dans les entreprises. Par contre, à l'école, c'est vrai que c'est pas, à mon point de vue, c'est pas obligatoirement indispensable, au contraire. Et vraiment, les soft skills, c'est ce qu'il faut vraiment essayer de développer. Et c'est vraiment par des contacts entre personnes qu'on peut les développer, et par des confrontations avec d'autres réalités, d'autres personnes, et pas seulement l'aspect Internet, l'aspect réseaux sociaux, mais vraiment l'aspect humain, one-to-one, quoi, vraiment entre personnes, ou même en groupe, mais vraiment en apprenant à vivre avec les gens, voilà, plutôt qu'à vivre avec à travers ces outils. Ouais. Que d'être enfermé avec nos outils. Voilà. Ouais. Voilà. Il y a même par exemple, une anecdote, IBM, pendant quelques années, a essayé de développer le télétravail, c'est-à-dire à supprimer des postes de travail physiques en disant, voilà, on demande aux gens de travailler depuis chez eux. Évidemment, ils avaient les techniques et les outils nécessaires pour travailler à distance, il n'y avait pas de raison qu'ils se déplacent. Ils pouvaient même faire des vidéoconférences, il y a des tas de moyens qui font qu'on n'est pas obligé de se réunir, de venir dans les bouchons pour être au bureau à l'heure, etc.
Et ils sont revenus en arrière, c'est-à-dire que c'est à la demande des employés qui ont dit on a besoin du contact avec les autres, on a besoin de voir les gens, de rester dans son environnement, sans contact avec les gens, sans vrai contact avec les gens, c'est pas suffisant. Et certaines personnes ont réclamé de pouvoir revenir, en tout cas à temps partiel, dans l'entreprise, d'avoir des contacts avec les gens, pas obligatoirement au siège, mais en tout cas de voir les gens plusieurs fois par semaine pour avoir des contacts. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça montre que quand on va trop loin dans un sens, il y a l'effet de balancier, on revient en trouvant un moyen terme. Je pense que c'est la même chose avec tous ces outils. Voilà. L'aspect humain, il va toujours faire qu'on a besoin de voir les gens, on a besoin des échanges. Je suis confronté avec la réalité des personnes vieillissantes, aussi avec les personnes âgées, la résidence dont je m'occupe. Et un des gros problèmes, c'est ça. C'est le manque de temps que les gens ont à consacrer aux aînés pour des rencontres, pour des échanges, etc. Les soins, c'est parfait. Mais il n'y a pas que les soins. Voilà, il y a toute l'énergie. Il y a tout l'aspect que les gens ont besoin de dire bonjour à quelqu'un, d'échanger quelques mots tous les jours, etc., de ne pas être tout seul. Et ça, Internet, les réseaux sociaux, la télévision, ça ne suffit pas. L'intelligence artificielle. Ça ne répond pas à ce besoin. Ça ne répondra pas non plus à ça. Tout à fait. Alors maintenant, bien sûr, comme on en a discuté, on voit que le monde change énormément et change très vite. Il y a des découvertes énormes, tant dans le domaine des neurosciences que dans l'intelligence artificielle. Mais vous, quelle vision avez-vous de notre futur ? Je n'ai pas une grande vision parce que voilà, les gens qui voient le futur, sans se tromper en plus, ils sont rares. Hein, voilà. Je dirais que moi j'ai une vision assez positive du futur, dans le sens où on va le construire. C'est nous qui allons faire le futur dans lequel on sera. Donc si on a une attitude positive, si on croit chaque jour quand on se lève que ça sera un bon jour et puis qu'on va en faire quelque chose de bien, je ne crains pas trop le futur. Évidemment, si on peint si on voit un futur noir, terrible, etc., on aura un futur noir et terrible. On va construire le futur qu'on veut. Alors maintenant, j'aurai une dernière question à vous poser pour nos stagiaires et également nos internautes qui seraient en recherche d'emploi actuellement. Quels conseils vous pourriez leur donner ? Être soi-même, ça c'est la première chose. Développer ses compétences, bien sûr, hein, apprendre dans tous les domaines, pas seulement dans un domaine précis, mais être assez ouvert à l'apprentissage et surtout être persuadé de ses compétences, bien les connaître et puis croire en soi. C'est clair que si on écrit, vous parlez des gens en recherche d'emploi, si on écrit une lettre de motivation où soi-même on n'y croit pas, c'est clair que celui qui va la recevoir, il ne va pas y croire non plus. Hein. Si on est persuadé que personne ne va lire ce qu'on écrit, les gens qui vont lire, ils vont le sentir. C'est comme quand on téléphone. Mais par exemple, on dit qu'il faut sourire au téléphone parce que ça s'entend. Voilà, c'est la même chose avec l'écrit. Il faut être persuadé de ce qu'on écrit, être persuadé de ses compétences, persuadé qu'on vaut quelque chose pour qu'en face, la personne prenne en compte cette valeur. Et là, c'est tout un travail aussi de développement personnel, de personnel pour chacun. C'est un travail au quotidien pour chacun de s'adapter à l'évolution, de croire en soi et puis d'être positif parce que je crois que c'est le seul moyen d'avancer, c'est d'être positif. Et je pense de prendre de chaque chose qui nous arrive dans la vie une opportunité pour avancer, pour grandir. Tout à fait. On apprend quelque chose de toutes les situations. Elles ne sont pas toujours agréables, mais après on peut en faire quelque chose dont on tire un enseignement ou bien on peut se plaindre. Voilà, on a tous les choix. Voilà. Le choix appartient à chacun. Exact. Mais merci beaucoup en tout cas, Monsieur Suchet, pour nous avoir répondu à ces questions. C'était vraiment un plaisir de vous avoir parmi nous et j'espère qu'on se verra pour d'autres occasions, peut-être un futur interview. En tout cas, merci beaucoup et bonne suite professionnelle. Merci, bonne journée à vous, bonne journée à tous. Au revoir. Puis merci à nos internautes de nous avoir écoutés et nous espérons pour vous tous d'avoir eu une valeur ajoutée au travers de cette vidéo. Merci.